Ornvillgarde, la cité des écailles, aussi appelée la cité des brumes, est une ville portuaire située au nord du vaste arrêt de Daqshi. C'est une des nombreuses cités qui a été formée peu après la guerre des portes au royaume. Cette vidéo pourrait d'ailleurs servir de support pour tout maître du jeu qui voudra masteriser la campagne Shadow of the Mist de Soulbound, le jeu de rôle de l'âge de Sigmar. C'est d'ailleurs grâce au guide de la cité de la campagne qu'on a beaucoup d'informations sur la cité. La cité est entourée d'une jungle, ce qui est assez rare pour Aqshy. Elle s'appelle le creuset de la vie et a un fonctionnement assez lié au royaume du feu justement. Elle est régulièrement brûlée par des volcans en activité dans la région. Et par la suite, le sol est ensuite infusé de magie aqshienne et provoque une repousse extrêmement rapide de la flore, à tel point qu'elle est une menace pour l'intégrité physique de la cité, ce qui force ses habitants à relâcher une brume défoliante pour ralentir sa progression, et ce dans d'énormes quantités. C'est justement cette brume verte qu'on peut voir tout autour de la cité, ce qui n'a pas toujours des effets très positifs sur la santé aussi bien mentale que physique de ses habitants. Du coup, on pourrait se demander pourquoi ils se sont entêtés à maintenir une cité dans des conditions pareilles. Eh bien, c'est grâce aux 4 portes royaumes cachées au centre de la cité, dans le Nexus Noir, qui est la forteresse des Éternels de Rage, de Lost, des Enclumes de Leidhammer, qui sont ceux qui les ont justement repris durant la guerre des portes, et dont la cité a justement été nommée en leur honneur. Si les Enclumes vous intéressent, il y aura justement une vidéo dédiée à eux dans la description. Mais pour résumer, les Enclumes sont des Éternels reconnaissables à leurs armures noires, et dont les âmes de leurs membres ont la particularité d'avoir été reprises par Sigmar dans des sous-mondes de Shaish, le royaume de la mort, au lieu de mortels morts au combat. Et certaines appartiendraient même à d'anciens héros du vieux monde. Leur mission à Ornvillgarde est bien sûr de protéger la cité, mais aussi surtout les 4 portes. D'ailleurs, leur destination et fonctionnement est inconnu. Certains ont théorisé qu'elle mènerait directement à la porte de la faille d'Aberol Aksha et Gira, d'autres pensent qu'elle mènerait au royaume des ombres, Ulgu, car cela expliquerait la présence assez forte de filles de Cain, des coureurs de sorcières sombres, ainsi que des anciens membres de l'empire de Narkas, auxquels appartiennent les chevaliers de l'Ordre Serpentis. Durant l'âge des mythes, leur empire était si puissant que chacun de leurs chevaliers possédait un dragon noir. Ils étaient aussi connus pour ne pas respecter les lois du panthéon divin, notamment celles qui interdisaient l'esclavagisme. Mais ils ont bien souvent été couverts par Malérion, le dieu d'Ulgu. Quand l'âge de Chaos est arrivé, au début, ils pensaient pouvoir contenir les légions de démons. Mais après quelques années de guerre d'attrition, les survivants les plus pragmatiques ravalèrent leur fierté et rejoignirent Sigmar dans sa retraite vers Azir. Aujourd'hui, le nombre de dragons de l'Ordre Serpentis a fortement diminué. Seuls les seigneurs de l'ordre s'en voient accorder un, et la plupart des autres chevaliers montent des sang-froid à la place. Ou d'autres créatures reptiliennes qu'ils aiment capturer et dresser. La jungle du creuset de la vie est d'ailleurs réputée pour regorger toutes sortes de ces créatures. Les membres de cet ordre sont animés par le désir de reconstruire leur ancien empire. La présence de pirates dans la mer bouillonnante, ainsi que de nombreuses monstruosités qui vivent dans ces eaux, a aussi nécessité d'engager et d'accueillir dans la cité de nombreux corsaires elfiques. Ces cultures font qu'il y a une énorme population d'elfes en Ornvillgarde, plus que dans la plupart des autres cités libres, même s'il existe une population de nains appartenant à l'ancien empire khasalite de Chamon. Beaucoup d'entre eux travaillent dans les usines de l'arsenal de fer-brasure, qui sont responsables de la charge vitale du procédé alchimique de création du défoliant qui empêche la ville de se faire recouvrir par la flore. La ville abrite aussi bien sûr de nombreux humains, certains azérites, d'autres de tribus nomades et marchands étrangers qui affluent vers les marchés de la ville, qui est le comptoir commercial de la région. Toutes ces cultures ont des conseillers qui font partie des 166 sièges du grand conclave de la ville. Chaque cité libre en a un et ce sont les structures gouvernantes de la cité. Cependant, à Ornvillgarde, il s'avère que le grand conclave ne gouverne qu'en apparence. Une autre facette cachée de la cité est qu'elle regorge de marchés noirs et de criminalité. Une cabale de parias, appelée l'Anneau de l'Écaille Noire, a pris le contrôle des trafics illicites et des réseaux de prostitution de la cité. L'Anneau est composé majoritairement d'une triade de mafias, de capitaines des corsaires, de maîtres des bêtes de l'Ordre Serpentis, ainsi que des sorcières des couvents sombres. En secret d'ailleurs, elles ont enchanté mentalement une grande partie des membres du grand conclave. Et ils ont aussi un contrôle sur les strates militaires de la cité, car beaucoup d'officiers acceptent des pots de vin de leur part. Tout ceci leur donne une énorme influence dans la cité. L'identité de leur leader est inconnue, mais il est surnommé le Visharein, qui veut dire dans la langue commune le souverain ou la souveraine. Bien que ce soit une énorme organisation criminelle, il n'empêche pas que jusqu'ici, ils ont participé activement à l'économie et à la protection de la cité. On connaît beaucoup de la cité, dont on va justement parler, qui seront organisés dans différentes catégories. Les repères, qui seront des points d'intérêt facilement reconnaissables dans la cité, les marchés, donc les différents
différents points de commerce et de service de la cité, les lieux de culte qui sont largement dédiés au dieu roi, mais il y en a quelques-uns qui appartiennent à d'autres dieux, et ensuite on groupera les différents lieux qui ne rentrent pas dans les autres catégories. La cité en elle-même est organisée en différents districts qui sont appelés les cercles, et sont facilement reconnaissables aux différents anneaux de murs de la cité. Le premier point de repère le plus visible à travers toute la cité est bien sûr le Nexus Noir, la forteresse des enclumes de l'Eldahammer qui, comme on l'a dit plus tôt, renferme les 4 portes au royaume. Elle se dresse fièrement au cœur de la cité et c'est sans conteste sa plus grande structure. Construite à partir de pierres volcaniques qui est une ressource très abondante dans la région de la côte des vents brûlants. Il est quasiment impossible de pénétrer dans le Nexus et seuls les éternels sont autorisés à y entrer. Le port de l'Écaille Morne est construit autour d'un large lagon ouvert de la mer bouillonnante. C'est là que sont la plupart des docks d'Anvilgard et qu'on peut voir des dizaines de bateaux accostés, la plupart appartenant aux corsaires. Le niveau de l'eau du port est maintenu assez bas, ce qui fait que la plupart des bateaux sont assez petits et rapides. Les grands bateaux comme les galions posent donc leur ancre plus loin de la cité, et même parfois les grandes arches noires des corsaires. Des forteresses flottantes construites sur le dos de monstres marins. Ces créatures sont enchantées et leur permettent de bouger les arches à leur guise. À l'opposé du port se trouve la porte brûlée, qui est la porte principale de la cité, et est gardée par une immense garnison de guildes libres de la ville. On peut voir dessus une immense tête de kraken sculptée par les meilleurs artisans de Hardin, qui sont ceux qui ont construit les murs de la ville. Cette porte est un grand symbole pour les Anvilgardiens, un symbole de la solidité et de la résistance de la ville. Car durant le nécroséisme, alors que les murs autour d'elle ont été brisés, la porte est restée debout et entière. Le hall des téméraires est le centre administratif de la cité et le siège du grand conclave, et se trouve juste à côté du Nexus Noir. Le quai sec est un quai qui a été construit plus récemment au sommet d'une des tours de la cité pour accueillir les vaisseaux volants des marchands Caradron. Le premier mur sur la ligne est un quartier résidentiel pour les plus riches et nobles de la cité, comme le sont beaucoup d'habitants des cercles intérieurs, à l'opposé des ravines dans les cercles extérieurs, qui sont des bidonvilles pour les plus pauvres et défavorisés. Le crochet du marteau, quant à lui, est un quartier principalement peuplé de Khazalides, qui préfèrent la plupart du temps rester entre eux. Les bâtiments et rues de ce quartier sont parsemés d'iconographie et de runes naines, ainsi que des statues de Grevnir et de Grogni. L'Oculus Ignis est le phare de la cité. Il se trouve à l'extérieur de la cité et est entouré de beaucoup de mystères. Il s'avère qu'il n'a pas été construit par les fondateurs de la cité, mais est à vrai dire une relique d'une ancienne civilisation qui les a précédés. Certains pensent même qu'il ne s'agit pas exactement d'un phare, et sa véritable utilité est sujette à beaucoup de débats. Depuis le nécroséisme, la lumière a d'ailleurs un peu changé, et d'étranges sons peuvent être entendus non loin. La place du premier rite, qui se trouve juste à côté du hall du grand conclave, se trouve à l'emplacement exact où la foudre de Sigmar a frappé, portant avec elle les premiers enclumes de l'Eldahammer. Et c'est donc le plus vieux point historique de la cité. Du fait du grand nombre de hauts bâtiments autour de cette place, presque aucune lumière naturelle ne peut l'atteindre. La place est donc éclairée par des lanternes remplies de célestium, la pierre de royaume d'Azir, et leur lumière céleste qui éclaire les statues du dieu roi rappelle à tous ceux qui y marchent leur connexion avec le royaume des cieux. Voilà donc pour les points de repère majeurs, maintenant les différents marchés. Il y a le marteau de l'enclume qui est une forge et un comptoir situé dans le quartier du crochet du marteau. C'est généralement là que sont les artisans indépendants d'Ouarda qui ne font pas partie de l'arsenal de fer-brasure. Ces forges sont connues pour être en activité constamment, de jour comme de nuit. De temps en temps, des forgerons humains tentent aussi d'y exercer leur métier, mais ils sont regardés avec méfiance et dédain par les Douardins. Un réseau de cavernes est connecté au marteau qui abrite des magasins et échoppes où sont vendus leurs produits. Ensuite, les balances changeantes. C'est une grande bourse de change, de commerçants préférant être payés en minerais en pierres précieuses au lieu de la monnaie courante d'Akshi qui est l'Aqua Guaranis. L'établissement est composé de 2 grandes chambres qui montent et descendent à la même manière qu'une balance pour laisser entrer les clients. L'intérieur est rempli d'employés et de prospecteurs, munis d'outils comme des loupes et des balances de toute taille, ainsi que des objets plus ésotériques comme des plaques de divination qui peuvent servir pour analyser de potentielles pierres de royaume afin de s'assurer de l'authenticité des différentes devises qui y sont proposées à la vente. L'enchère silencieuse est un lieu secret pour de nombreux habitants d'Anvilgard. Certains spéculent qu'elle a lieu régulièrement quelque part dans le port, mais en réalité elle a lieu dans un port privé en dehors de la ville, sous l'ombre d'une arche noire. Seul un contact de l'anneau de l'Écaille Noire peut y donner accès. Des rumeurs suggèrent que des artefacts de l'âge des mythes y sont régulièrement vendus, et que certains pourraient avoir été même corrompus par l'influence du chaos. Si un membre de l'ordre d'Azir, comme un chasseur de sorcières, venait à découvrir quelqu'un en possession d'un tel objet, cela pourrait signifier la potence pour eux. La Voie d'eau est le plus grand marché d'Anvilgard, situé dans le quartier du premier cercle du port de l'Écaille Morne. Elle doit son nom aux vastes quantités d'Aqua Guaranis qui y changent de main quotidiennement. Tout y est vendu, nourriture, boissons, armes, babioles, acheminées dans les docks. Toutes ces marchandises
marchandises sont sous la responsabilité des corsaires elfiques qui leur octroient des droits commerciaux et le contrôle des marchandises. Et il arrive bien souvent qu'on y retrouve des biens volés à la vente, bien que personne n'ose le signaler de par la réputation des corsaires. Il y a ensuite les lieux de culte principaux. La chapelle du fléau sacré sert à la fois de lieu de culte et d'hébergement pour les adorateurs de Sigmar, les plus fanatiques et les plus dévoués. C'est une structure assez simple et modeste, construite en bois récolté dans le creuset de la vie. Souvent, la chapelle envoie des groupes de ses disciples, les plus dévoués, à travers la ville jusqu'au haut temple de Sigmar. Là-bas, ils se flagellent devant les foules rassemblées, versant le sang sur les marches polies du temple en signe de dévotion envers le dieu roi. Le haut temple, quant à lui, est l'un des bâtiments les plus impressionnants dans Vilgard. Ses murs sont construits à partir d'une pierre blanche éclatante apportée d'Azir, en opposition à la noirceur oppressante des pierres volcaniques préférées en Vilgard. D'énormes statues du vieux roi se tiennent fièrement tout autour du temple. Des sculptures à l'intérieur du temple dépeignent de grandes batailles qu'ont menées les enclumes de Leidhammer alors qu'ils luttaient pour reconquérir les royaumes contre les bêtes du chaos. Derrière le temple se trouve un crématorium qui est utilisé après les derniers rites des prêtres, désormais plus important que jamais depuis les effets du nécroséisme. Une fumée noire s'élève dans l'air pour se mêler aux brumes, renvoyant ceux qui sont morts au nom de Sigmar vers les cieux. Le sacrement de la sorcière est une arène dévouée à Kain, où ses adorateurs se vouent à des combats rituels. Elle est entretenue et gérée par des prêtresses du temple de Keltnar. Elle est entourée d'une passerelle d'observation où des centaines de personnes peuvent regarder les escarmouches sanglantes et les duels acrobatiques entre les Kainites. Bien que quiconque soit autorisé à entrer dans le temple pour admirer les combats, il est interdit de miser ouvertement sur eux, car les filles de Kain ne croisent pas le faire pour des choses aussi banales que de l'argent ou la renommée. Et donc par cette interdiction, la foule est généralement principalement composée de fidèles Kainites ou de soldats et duellistes désireux d'apprendre en observant l'art du combat des gladiatrices. Il y a ensuite quelques tavernes et auberges intéressantes. Le Cœur de Pierre est une auberge tenue par des nains qui propose également des fournitures de voyage. Nommée en l'honneur d'un célèbre explorateur du même nom, l'auberge accueille tout voyageur fatigué et explorateur intrépide. La plupart des articles d'exploration qui sont proposés sont vendus d'occasion car ils ont été récupérés sur des cadavres d'aventuriers décédés. Car le propriétaire s'efforce de demander à tous ses clients où ils se dirigent avant de pouvoir secrètement envoyer une de ses équipes pour les dépouiller plus tard. Cela dit, ils marquent leur nom sur un mur commémoratif pour immortaliser leur légende. Le Lakoi Kindra, la puissance de la victoire finale en elfique, est une taverne qui simule une arène de combat secrète dans son sous-sol où combattent des adorateurs de Kain. Et elle est d'ailleurs située non loin du sacrement de la sorcière. Les combats qui ont lieu cependant n'ont pas la même cérémonie qu'il y a au temple de Kain. Une certaine sauvagerie y est favorisée et le sang qui coule n'est jamais nettoyé, ce qui y laisse un tapis permanent ressemblant à une croûte qui recouvre le sol de pierre. Certains racontent que quiconque verse du sang de la reine devient une partie de l'histoire du Lakoi Kindra et gagne par la même occasion un certain respect parmi les Kainites. La lumière du dessus est un restaurant opulent servant des délices aux éternels et nobles de la ville. Il est construit suffisamment haut pour être au-dessus de la brume verte de la ville et offre une vue imprenable sur celle-ci. D'après certaines rumeurs, l'anneau de l'écaille noire aurait pris contrôle de ce restaurant et les nobles qui sont habitués à ce restaurant seraient maintenant en collusion avec eux. L'Embrumé est une taverne sombre et un repère de jeux de hasard qui est aussi un lieu de rencontre pour les membres de l'écaille noire. Il se trouve à l'un des endroits dans Vilgard où la brume est la plus dense. Les jeux de hasard se passent dans le sous-sol de la taverne et il est connecté à des tunnels menant aux catacombes pour pouvoir s'enfuir si besoin. La dent et l'os est un repère miteux dissimulé dans un bâtiment délabré dans les ravines. Les murs sont vêtus de peaux d'écailles et de têtes montées d'une douzaine d'énormes lézards. Et les étagères sont décorées d'objets volés au séraphon. Elle est tenue par des bellueurs corsaires qui organisent aussi des jeux d'argent mais d'une nature un peu plus différente. Ils ont une énorme salamandre enchaînée dans un enclos et font des paris sur combien d'œufs ils peuvent arriver à lui voler. Ensuite, parmi les autres lieux, la ruche des bêtes est l'endroit où les dompteurs corsaires stockent la plupart des bêtes qu'ils dressent et capturent. Certains habitants d'Anvigard viennent le visiter un peu comme un zoo, et les corsaires ne voulant pas rater une occasion pour se faire de l'argent ont commencé à facturer l'entrée. Il est d'ailleurs aussi possible d'acheter des créatures comme des sang-froids comme monture. La cage est une grande prison dédiée à ceux qui ne parviennent pas à rembourser leurs dettes, et où les prisonniers sont contraints de passer leur journée à travailler sur les grands soufflets qui aident à pomper le gaz défoliant dans la ville, ou à récupérer les cuves du centre de production de défoliants. Et bien que l'arsenal de Fréversure soutienne que le gaz et les produits chimiques sont inoffensifs, il est facile de repérer quelqu'un qui a passé du temps dans la cage, car ils ont une toux persistante, des veines rouges autour des yeux, et leur peau est devenue pâle, presque transparente à certains endroits. La cour des valets est une célèbre salle de spectacle dans Vilgard. Elle était assez petite et peut accueillir environ 500 personnes, beaucoup de représentations ayant lieu sur des contes épiques de l'âge des mythes, ou des théâtres d'ombre élaborés, originaux
originaires d'Ulgu, et parfois des prestations plus actuelles sur des personnages populaires, ou parfois des récits dramatisés sur des événements actuels des 8 royaumes. Mais les gens viennent à cette salle de spectacle principalement pour les artistes. Une troupe d'élite de dramaturges, d'acrobates, de mages de scène et de musiciens qui sont sélectionnés par le groupe en passant un étrange processus de recrutement, comme par exemple monter sur une colonne de 20 pieds au milieu du marché et hurler sur la foule jusqu'au coucher du soleil. Doom Doraz est à la base un pénitencier pour les rares criminels douardins de la ville. Avec de larges cellules et couloirs, la prison est entourée d'un large gouffre naturel créé par une ancienne activité volcanique. Il était à la base réservé aux douardins car la juridiction compliquée de ces derniers impose qu'ils ne peuvent être détenus que par les leurs. Cela dit, pour sa grande taille, elle a fini par devenir la plus grande prison d'Envelgarde pour tous ceux qui enfreignent les lois du Grand Conclave. L'Université des 8 Vents est un ensemble de bâtiments du collège arcanique dédié à l'étude de la magie. Cela dit, la présence et l'influence du collège est très limitée dans la ville. Les couvents de sorcières sont à la place reconnus comme les experts magiques les plus éminents de la cité. Et comme par hasard, à chaque fois que la collégiale essaie de leur faire concurrence, de mystérieux accidents arrivent. Chacun des ordres de magie est représenté de quelque manière que ce soit dans la ville. Le collège de Jade, par exemple, est situé au bord de la jungle. Les foyers de feu sont là où résident les rares mercenaires pirotueurs de la loge des Vostark de la ville. Ils ont établi ces foyers lorsqu'ils sont venus pour la première fois en Nilfgaard, afin d'avoir un lieu qui leur rappelle leur montagne volcanique. Et c'est aussi un endroit où ils peuvent communier avec leur dieu Grimnir. C'est d'ailleurs à partir de cet endroit qu'a commencé à être établi le quartier dédié aux Douardins. La tour de Racine est un vaste amas de terre suspendu par des vignes qui flottent au-dessus du brouillard défoliant et sert d'ambassade à quelques Sylvanesses qui y ont eu lieu domicile. La première fois que ces Sylvanesses étaient arrivés en Nilfgaard, tout le monde a cru le pire, car il y avait déjà eu des conflits entre les cités de Sigmar et eux, notamment à l'Arméveil de Grise, une cité de Ghiran très industrielle, que les Sylvanesses ont assiégée pour sa pollution. Mais ils ont très vite été rassurés en apprenant que la présence des Sylvanesses était strictement diplomatique. On peut observer certains effets du défoliant sur les Sylvanesses. Ils semblent gratter régulièrement leur écorce, et toutes leurs feuilles semblent toujours fanées. Voilà donc pour l'histoire de la création de la cité, ainsi que ses différents acteurs, et la présentation de certains de ces différents lieux. Maintenant, on va faire une petite avance rapide dans le temps, jusqu'à la période des événements de Broken Realm, plus spécifiquement celui de Morathi, et qui va être lié à Nilfgaard, qui s'est passé peu après l'ascension de Morathi en tant que déesse Morathi Kane. D'ailleurs, la campagne de Shadow of the Mist, qui se passe à Nilfgaard, a justement une aventure finale qui traite de cet événement, avec un titre qui spoil un peu la chute d'Nilfgaard. Il s'avère que le souverain de l'anneau de l'écaille noire n'était nul autre que Morathi elle-même, et elle a usé de son influence sur cette organisation pour provoquer une guerre civile dans la cité et revendiquer Nilfgaard. Elle a même aussi eu l'appui d'une armée d'Idonès. La guerre civile a fait rage pendant un certain temps, jusqu'à ce que le Célestin Prime lui-même fasse son apparition, et offra un pourparler à Morathi qui eut lieu dans le hall du Grand Conclave. On ne sait pas trop ce qui a été discuté, mais suite à cet échange, le Célestin Prime a ordonné le retrait des forces de Sigmar. Mais nul ne sait ce que Morathi a promis en échange. La cité s'appelle à présent Arkuron. La plupart des religions non kénites ont été purgées après l'annexation de Morathi, et toute la population non elfique a été largement chassée. Le nombre d'arènes de combat a largement explosé, et avec eux, le nombre de membres des filles de Kane dans la ville, qui occupent bien souvent des positions bien plus élevées que les membres de l'anneau de l'écaille noire, qui voient cela comme une insulte par rapport au rôle vital qu'ils ont joué pour prendre la cité. À un tel point que certains d'entre eux ont commencé un nouveau complot pour reprendre la cité, cette fois-ci à Morathi. Voilà donc pour cette présentation d'Nilfgaard, j'espère qu'elle vous aura informé. En tout cas, j'aime beaucoup comment la vie de la cité est présentée, et la façon dont les différentes cultures humaines, elfes et khazalides, coexistent de façon assez cosmopolite. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir à l'avenir dans les designs des Éophores, qui juste ici sont centrés exclusivement sur les humains, alors que dans le lore, il y a carrément d'autres races parmi leurs rangs. En tout cas, merci d'avoir aidé la vidéo, et à la prochaine.